Bonjour à tous. Donc voilà, comme promis, je vais vous assurer le cours magistral, donc qui est technique de l'intelligence artificielle. Je vais vous l'assurer sur support vidéo. Je vous mettrai donc après sur la chaîne YouTube où vous pourrez le consulter quand vous voudrez. Donc je vais aller très rapidement sur le début du cours et notamment le premier chapitre que je ne vais pas détailler dans cette vidéo pour la simple raison que on l'a déjà fait dans les séances présentielles, hein, on l'a déjà fait dans les séances présentielles et que vu les circonstances, c'est une partie qui pourra ne pas être développée. Donc c'est juste une idée générale sur l'historique et la définition de l'intelligence artificielle. Donc, juste pour revenir à ce qu'on avait dit en cours, donc l'intelligence artificielle peut être définie comme plutôt, voilà, l'intelligence artificielle qui a une terminologie donc un peu malheureuse parce que on peut se dire est-ce que la machine est vraiment intelligente? La réponse est évidemment pas. La machine n'est pas intelligente. Encore que, qu'est-ce que l'intelligence? Donc, il faut déjà se poser la question sur l'intelligence. Bon, bref. Donc, si on se réfère à J.L. Laurière, c'est une définition de l'intelligence artificielle. En fait, l'intelligence artificielle est quoi? C'est l'étude des activités intellectuelles de l'homme pour lesquelles aucune méthode n'est a priori connue. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des études sur les activités intellectuelles de l'homme qu'on va essayer de faire à une machine ou alors de régler des problèmes en utilisant une machine ou l'ordinateur tel que l'homme ou l'être humain pourrait le faire. D'accord? Donc, une autre définition de l'intelligence artificielle est l'informatique heuristique. Voilà, l'informatique heuristique. Donc, les réseaux de neurones, ce sont des méthodes heuristiques. Les algorithmes génétiques, ce sont des algorithmes heuristiques. Donc, en fait, tout algorithme qui est basé sur l'apprentissage est défini comme un algorithme heuristique. Très bien. Donc, je vais passer ça. Je vais passer ceci. Donc, je vais passer le chapitre 1. Et je vais directement me focaliser sur le chapitre 2, qui est donc les réseaux de neurones artificiels et le perceptron multicouche. Donc, dans votre cours, le chapitre inclut tous les aspects ou tout ce qu'on va voir sur les réseaux de neurones. Donc, on va voir dans ce chapitre une introduction aux neurones biologiques. Et donc, si vous voulez, l'aspect bio-inspiré des réseaux de neurones. Donc, on va voir le parallèle entre le neurone biologique et le neurone formel, le neurone mathématique. Donc, ça, c'est le premier point. On va voir un petit historique des réseaux de neurones, leur développement depuis leur création, c'est-à-dire depuis la création du neurone formel dans les années 40-49, plus précisément, avec le neurone de McCulloch-Pitt. D'accord? Puis nous verrons un peu les différents types de réseaux de neurones, les différents types d'apprentissage. Donc tout ça, c'est dans les généralités et l'introduction. Une fois ceci décrit, on passera à la description du neurone simple. Donc on verra le neurone simple dans sa construction, mathématique, et on verra des exemples comment est-ce qu'un neurone simple peut faire une classification. Bien sûr, on verra aussi comment on peut faire l'apprentissage d'un neurone simple pour pouvoir, bien sûr, à la fin faire une tâche de classification, d'accord, dans cet exemple, ou alors d'approximation de fonctions. Mais bon, dans cet exemple-là, on ne parlera que des approximations, plutôt de la classification, qui est aussi une approximation de fonctions non linéaires pour classer un problème. Mais bon,
On appelle ça de la classification. Donc, on verra donc les deux règles les plus connues ou les plus primaires ou les plus basiques pour l'apprentissage d'un neurone simple, à savoir la règle de Hebb et la règle du perceptron. Puis, nous allons donc voir les limitations de ces deux règles et du perceptron, ce qui nous emmènera à établir ou à voir la règle qui est un peu plus évoluée, qui est la règle delta, qui découle de l'algorithme LMS. Donc tout ça, on va le détailler. Pour finalement, basé sur cette règle delta, construire ce qu'on appelle un réseau de neurones, c'est-à-dire mettre des neurones en collaboration dans différentes couches, qu'on appellera donc, qui formera le célèbre perceptron multicouche. Donc, on verra le perceptron multicouche, on verra comment on peut faire l'apprentissage du perceptron multicouche en utilisant la règle de rétropropagation du gradient, et bien sûr, tout ceci va être supporté par des exemples. Très bien, donc on va revenir aux neurones biologiques. Donc, ce qui est très important, parce que le réseau de neurones ou le neurone formel est bio-inspiré. Ça veut dire qu'il s'inspire du neurone biologique, humain ou animal, qui est pareil. Donc le neurone, il est dans sa construction biologique similaire, que ce soit humain ou animal. Bien sûr, après, comment ça se passe et comment se fait l'apprentissage, bien sûr, il y a des différences. Et la biologie, si vous voulez, n'a pas encore percé tous les secrets de l'apprentissage des réseaux de neurones humains ou du cerveau humain. Et les recherches, si vous voulez, dans ce sens, sont légion et sont très à la mode. Très bien. Donc, le neurone du cerveau humain peut être considéré comme un automate. En fait, c'est un automate qui comprend la cellule centrale, des dendrites, l'axone, qui est la sortie. Donc voilà, on va voir comment ça se passe. Donc en fait, voilà un neurone biologique. Le neurone biologique, il est formé de quoi? Il est formé de corps cellulaire ou le noyau. Donc ce corps cellulaire-là, il sert bien sûr c'est-à-dire à faire toutes les opérations enzymatiques pour la survie du neurone, donc il le maintient en vie. Ça d'une part, et d'autre part, le corps cellulaire ou le noyau va recevoir tous les signaux d'entrée. Par le biais de quoi? Par le biais des dendrites. Donc les signaux arrivent des capteurs sensoriels ou d'autres neurones présynaptiques, d'accord? Donc ces signaux arrivent, passent vers le corps cellulaire à travers ce qu'on appelle des espaces synaptiques. Donc là, les synapses, qui peuvent être ici aussi, donc des espaces synaptiques. Donc plus l'espace synaptique est grand, plus le signal passe, plus l'espace synaptique est petit, moins le signal passe. Donc une fois que tous ces signaux passent ou ne passent pas et se somment dans le noyau, si la somme de ces signaux dépasse un certain seuil, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le neurone décharge une impulsion électrique via son axone. Très bien. Donc là, nous avons le schéma de deux neurones, un présynaptique et un postsynaptique. Et là, on voit que le neurone postsynaptique reçoit des signaux du neurone présynaptique à travers ses dendrites et ses espaces synaptiques. Le neurone postsynaptique peut aussi, à son tour, devenir un neurone présynaptique et va envoyer, donc, par le biais de son axone, des signaux vers d'autres neurones, ou alors vers vers la moelle épinière pour pouvoir actionner nos mains ou nos fonctions motrices. Très bien.
Donc, la cellule centrale au soma, qui contient le noyau, il fait quelques microns de diamètre, il effectue les transformations biochimiques nécessaires à la synthèse des enzymes et des autres molécules qui assurent la vie du neurone. Les dendrites, qui reçoivent les signaux d'autres neurones par l'intermédiaire des synapses ou des espaces synaptiques. Celles-ci sont de quelques dixièmes de microns de diamètre et d'une longueur de dizaines de microns. Donc, l'axone qui achemine l'information sortie de la cellule vers les autres neurones, il est généralement plus lent que les dendrites, il communique avec d'autres neurones par son extrémité. Donc, les connexions entre les neurones, comme on l'a dit, se font dans des endroits appelés espaces synaptiques ou synapses. L'ensemble des signaux d'entrée est excité ou inhibé et moyenné, c'est-à-dire la somme, on fait la somme des signaux dans le corps cellulaire. Si ceci dépasse un certain seuil, eh ben, la cellule délivre un signal électrique. Très bien. Donc les impulsions délivrées ou potentiels d'action sont de type tutorien. Donc dans le cerveau humain ou animal, ce sont des influx électriques qui sont de type tutorien. Dans le neurone formel, ça peut être entre des certaines valeurs. Donc c'est modulé en amplitude. Très bien. Donc, une fois qu'on a compris comment fonctionne le neurone biologique, ici à gauche, d'accord, on peut faire, si vous voulez, une translation ou un parallèle avec le neurone formel, qui est le neurone mathématique. Très bien. Et là, donc, les entrées, qui sont les dendrites, plutôt, qui acheminent les signaux vers le corps cellulaire, peuvent être données par ce qu'on appelle les entrées, ou modélisées par les entrées. Les signaux passent vers le corps cellulaire à travers les espaces synaptiques et donc les synapses. Donc, si l'espace est plus grand, le signal passe. Si l'espace est plus petit, le signal ne passe pas. Donc, ces espaces synaptiques peuvent être donnés en fait par des poids ou modélisés par des poids associés aux entrées. Donc, si le poids égale 0, multiplié par l'entrée, et donc aucun signal ne sera acheminé. Ceci équivaut à un espace synaptique qui est nul ou qui est infiniment petit. Le corps cellulaire, lui, va être modélisé, si vous voulez, par une simple fonction. Ici, c'est une fonction seuil. Ça veut dire que si la somme de toutes ces entrées dépasse un certain seuil, c'est-à-dire si je me trouve là, le neurone va décharger et va envoyer un signal électrique, donc va envoyer un 1, si vous voulez. Et si la somme est inférieure à ce seuil et que je me trouve là, et donc le neurone ne va pas décharger et il va envoyer, si vous voulez, un 0. Donc voilà, si vous voulez, la correspondance entre le neurone biologique et le neurone artificiel ou le neurone formel. Donc voici une présentation un peu plus schématisée ou schématique, qui est un peu plus mathématique. Hein, et donc là, on peut voir les entrées qui sont données par les XI, donc X1, X2, XQ, très bien. Les espaces synaptiques, les poids synaptiques, si vous voulez, qui sont donnés par les WI, où WI est associé à XI. Donc X1, on va lui associer un poids W1, X2, un poids W2, XQ, un poids W2. Le tout sommé, OK, la somme de tout ça, plus un biais. Alors le biais, je l'ai expliqué en cours, je le réexplique ici un peu. En fait, le biais, c'est un poids, c'est l'équivalent d'un poids, donc ça peut être un W, hein, ça peut être W, donc le biais égale W, ou B, auquel on donne ou on affecte une entrée toujours égale à 1. D'accord? Donc le biais, c'est un poids avec une entrée toujours égale à 1. Et son utilité est de quoi? Elle est de faire bouger la limite de ma fonction. Ça veut dire, si je veux que mon neurone soit toujours actif, eh ben, je vais donner un biais qui est de plus l'infini. Donc, quelle que soit la somme des XI, WI, d'accord, X et WI, la somme, si elle est 0 ou elle est négative, puisque plus biais, le biais étant positif et grand, je vais toujours me trouver dans la partie positive et Y va toujours être égal à 1. Et si je veux que mon neurone ne soit pas très présent ou ne soit pas très actif, je vais mettre un biais qui est de moins l'infini. Donc, quelle que soit la somme des entrées
multiplié par les poids, je vais toujours être dans la partie négative et donc donner un y qui est égal à moins 1. On verra cela plus en détail dans les séries de TD. Donc voilà le neurone artificiel avec une fonction d'activation qui est de type signe. Signe de quoi? Signe de Z. Z étant quoi? Z étant la somme des xi, wi plus biais. Ou, si vous voulez d'une manière matricielle ou vectorielle, Z égale à quoi? Égale W, le grand vecteur W qui contient W1, W2, W3, WQ. Donc c'est W transposé fois X, donc le vecteur, le grand X qui va contenir X1, X2, XQ, plus le biais. Très bien. Donc les caractéristiques des neurones biologiques sont données par quoi? Donc le cerveau humain contient en moyenne 10 puissance 10 à 10 puissance 12 neurones. Les neurones sont interconnectés les uns aux autres dans une forme spatiale très complexe, bien sûr, pour former le système nerveux. Donc notre système nerveux est un amas de neurones et de matière blanche, un amas de neurones qui sont au nombre de 10 puissance 10, 10 puissance 12. Donc on est avec ce nombre de neurones qu'on perd, bien sûr, on en perd tout au long de notre vie, dû à des maladies ou des chocs ou une hygiène de vie qui n'est pas très bonne, le tabagisme, l'alcoolisme, etc. Donc le noyau a un diamètre de quelques microns, les dendrites ont une longueur qui dépasse rarement les 10 microns et reçoivent les signaux d'entrée. L'axone forme la sortie du neurone, il a une longueur comprise entre 1 mm et peut atteindre 1 mètre de long, bien sûr, pour pouvoir toucher d'autres parties du cerveau. Ça veut dire le cortex frontal peut toucher, par exemple, le lobe droit, etc., etc. Donc, un neurone peut être connecté à une centaine, voire plusieurs milliers de neurones. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que le nombre de neurones qui traitent l'information, c'est aussi la connexion de ces neurones entre elles. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, un neurone peut être connecté à des milliers d'autres neurones. Et donc, il peut affecter un neurone. Si vous voulez, la décision prise par un neurone, elle peut affecter la décision de milliers de neurones. Donc, la force, elle est là. Les signaux sont de nature électrochimique. La vitesse de propagation, bien sûr, parce que nous sommes dans un système biologique, donc il y a une limitation chimique ou biologique. Donc la vitesse de propagation est de 5 à 125 mètres par seconde. Donc on est loin de la vitesse de propagation si vous voulez, dans un chip ou dans une puce en silicone, là où c'est la vitesse de la lumière carrément. Donc voilà. Si vous voulez, ceci est là où où la machine surpasse le cerveau humain, c'est notamment dans la vitesse de propagation. Un délai de 1 milliseconde est nécessaire pour que le signal traverse les synapses, bien sûr, parce que c'est des limitations biochimiques. Donc, il a observé que grâce à une activité cérébrale intense, un développement métabolique s'effectue au niveau synaptique. Donc, ceci engendre un élargissement de la surface synaptique et donc une augmentation des poids. Ceci est très intéressant parce qu'en fait, ceci détermine comment on apprend. Donc, on est avec un nombre de neurones qui est fixe. Donc, comment est-ce qu'on peut sauvegarder de l'information? Comment est-ce qu'on peut apprendre? Eh bien, ceci est le fruit ou le but ou le résultat, en fait, d'un développement métabolique qui s'effectue au niveau synaptique. Ça veut dire les espaces synaptiques vont être modifiés pour laisser passer ou ne pas laisser passer un signal dans un neurone ou dans l'autre et contribuer à un apprentissage ou à un gain d'information ou à une automatisation d'une certaine tâche. Donc voilà. Donc quand on apprend, il y a automatiquement si vous voulez, un développement métabolique ou une activité cérébrale, une activité métabolique qui engendre un changement d'espace synaptique au niveau des neurones. Très bien.
Bien sûr, si la somme des signaux reçus par un neurone est une certaine limite, ce dernier est activé. C'est le principe. Donc, les neurones peuvent être actifs sur sur une large bande fréquentielle, mais toujours à la même amplitude. Ça, c'est dans le cerveau humain, oui. Mais dans le neurone formel, on ne parle pas de fréquence. On travaille à une seule fréquence et encore, avec un nombre de neurones réduit. Voilà, donc il n'y a que les réseaux de neurones profonds qui nous permettent d'avoir, si vous voulez, un nombre de neurones un peu plus important. On en parlera plus tard. Après être activé, bien sûr, un accent est hors service pour une période de 10 millisecondes. Tout ceci aussi, c'est les limitations biochimiques, biologiques de nos neurones. Les informations sont codées en fréquence pour les signaux émis, d'accord, mais bon, pour les neurones formels, il n'y a pas, comme je l'ai dit, de codage fréquentiel. Parfait. Donc, on va faire un petit historique. Donc, les neurones, si vous voulez, ou le principe de réseau de neurones ou de neurones formels, on a commencé à réfléchir aux neurones ou à l'automate, proprement dit, en 1890, où W. James, célèbre psychologue américain, introduit le concept de mémoire associative. Alors, qu'est-ce que la mémoire associative? C'est qu'une partie du cerveau est dédiée à faire quelque chose. Et donc, on a appelé ça des mémoires associatives. On associe un bout de mémoire à une tâche donnée. Et propose ce qui deviendra une loi fondamentale pour l'apprentissage des réseaux de neurones artificiels ou des neurones artificiels, connus plus tard sous le nom de la loi de Hebb. Donc, on va voir la loi de Hebb. Donc, c'est W. James qui a introduit, si vous voulez, le concept de la loi de Hebb. En 1943, McCulloch et Pitt sont les premiers à montrer que les réseaux de neurones formels simples peuvent réaliser des fonctions logiques, arithmétiques et symboliques complexes. Donc, si vous voulez, le premier neurone qu'on va voir de McCulloch-Pitt, qui est quelque chose comme ça, qui est un neurone, si vous voulez, qui peut être donné par la figure 1,3, hein, mais bien sûr, McCulloch-Pitt, c'était une fonction tout ou rien, mais c'est pareil, ça c'est une fonction signe. McCulloch-Pitt a proposé un neurone 0 et 1, c'est pareil, c'est toujours une décision binaire. Et il a démontré que ce neurone pouvait régler des problèmes ou solutionner des problèmes de logique combinatoire simple. En 1949, Hebb, physiologiste américain, donc on revient à la règle de Hebb, explique le conditionnement chez l'animal par les propriétés des neurones eux-mêmes. Donc en fait, il explique le réflexe pavlovien, d'accord, c'est-à-dire le réflexe de Pavlov. L'expérience de Pavlov, je vous rappelle, c'est donner à manger à un chien, tous les jours à la même heure engendra une salivation à cette heure-là. C'est-à-dire que le chien aura faim à cette heure-ci. Mais ce n'est pas que les chiens, les humains, c'est pareil. Si on mange à des heures régulières, on aura faim à des heures régulières. Point. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au niveau métabolique, au niveau de notre cerveau, des neurones ou des espaces synaptiques sont en train de réagir à une entrée qui est fréquente et qui est la même, ça veut dire de la nourriture à une certaine heure, et quelques neurones ou bien un amas de neurones va fixer des poids synaptiques pour pouvoir avoir une réaction adéquate à ce stimuli. Voilà. En 1957, Rosenblatt développe le modèle du perceptron qu'on verra. Donc, en fait, le modèle du perceptron, c'est un modèle auquel on a rajouté la capacité de faire un apprentissage supervisé. On en parlera aussi. Et il va l'appliquer sur la reconnaissance de forme. On va voir qu'un neurone peut faire de la reconnaissance de forme. En 1960, Woodrow Nomotisek développe le modèle Adaline. On va vous le voir aussi. C'est un modèle qui se rapproche du modèle du perceptron, mais qui est basé sur l'algorithme LMS. Voilà. Donc, en 1960, les années 60, l'enthousiasme des réseaux de neurones qui est grand. Et bon, on a trouvé un nouveau paradigme qui règle des problèmes, qui fait de la logique combinatoire. Et donc, on dit, voilà, on va tout régler. On va tout régler avec les réseaux de neurones. Mais, bon, 1969, Minsky et Papert publient un ouvrage, publient un papier qui met à nu ou à la lumière, qui sort à la lumière, les limitations du perceptron, qui disent que le perceptron, ils prouvent que le perceptron ne peut pas régler, ne peut pas solutionner des problèmes
non linéairement séparables. On va voir ceci plus tard dans le chapitre. Donc, un problème non linéairement séparable ne peut pas être solutionné par un neurone. Problème. Donc là, tout s'arrête, c'est les années calmes. Et de 1967 à 1982, c'est-à-dire les recherches sur le connexionnisme et les réseaux de neurones, sont freinées, mais bon, il y a beaucoup d'avancées, il y a des grands noms qui travaillent durant cette période, tels que Grossperm, Cohen, qui sont les cartes de Cohen, qui sont de nos jours très, très, très importantes, et surtout dans la conjoncture actuelle pour le traitement de masse de données importantes pour en fait faire du clustering et de la réduction de données. Très bien, donc en 1982, Hopfield trouve une solution pour résoudre les limitations du perceptron, pas toutes les limitations, mais dans certains cas, il arrive à le résoudre en mettant sous réseau des neurones dans le célèbre réseau de Hopfield, qui contient une seule couche avec des sorties qui sont reliées aux entrées. Et là, il arrive, dans certains cas, à trouver une solution au problème non linéairement séparable. En 1983, la machine de Boltzmann, c'est le premier modèle connu à traiter de manière satisfaisante les limitations recensées dans le cas du perceptron. Et là, beaucoup plus, ou la plupart des problèmes non linéairement séparables peuvent être réglés par la machine de Boltzmann, qui est en fait un réseau de neurones. D'accord. Mais ce n'est qu'en 1985, avec la découverte ou le développement de la rétropropagation du gradient, qui ouvre les portes pour pouvoir faire l'apprentissage de ce qu'on appelle le célèbre perceptron multicouche. Et là, avec la rétropropagation du gradient, en théorie, d'accord, on peut faire l'apprentissage d'un réseau de neurones, quelle que soit sa taille. Bien sûr, en assumant qu'on a les ressources computationnelles et de calcul adéquates. Voilà. Donc en 1985, un groupe de chercheurs, en fait c'est plusieurs groupes, qui découvrent la rétropropagation du gradient et qui permettent, si vous voulez, au théorème de Seebenko qui dit qu'un réseau de neurones peut approximer n'importe quelle fonction non linéaire, elle permet à ce théorème d'être appliqué si vous voulez, dans les limites du pouvoir de calcul qu'offrent les ordinateurs en ce temps-là. Bien sûr, on ne peut pas traiter un problème qui est plus complexe que la puissance de calcul de l'ordinateur, parce que l'apprentissage va prendre une infinité de temps. Voilà. Donc en 87, la confirmation des réseaux d'Hopfield comme des réseaux de mémoire associative. En 1988, Broomhead et Low, s'inspirant des fonctions radiales, ils sortent le célèbre réseau de neurones à base radiale, ou RBF, Radial Basis Function. Très bien. Et puis, en 1997, l'implémentation des RNA sous silicone. Et là, on rentre dans un autre cadre où on peut, par exemple, mettre des réseaux de neurones dans votre téléphone portable, dans une puce, dans votre machine à laver, dans votre frigidaire, dans votre voiture, etc. Et là, on peut donc utiliser des réseaux de neurones un peu partout à une vitesse qui est plus importante puisque c'est sous puce électronique, donc sous silicone, donc ça va très vite. Donc là, on rentre dans les années 2000. Bon, j'aurais pu rajouter les années 2000, c'est l'explosion, si vous voulez, d'Internet et la masse de données qu'on a, l'explosion aussi du pouvoir de calcul et donc des avancées significatives dans tout ce qui est réseau de neurones et on règle là beaucoup de problèmes. Mais on arrive à une limite puisque les problèmes à solutionner sont de plus en plus complexes et donc il faut des réseaux de neurones de plus en plus grands, de plus en plus larges et il faudra attendre jusqu'aux années 2010, 2011 pour pouvoir avoir les réseaux de neurones profonds qui vont nous permettre d'utiliser la rétropropagation du gradient, mais pas comme elle est, c'est-à-dire modifier un peu l'algorithme et diviser, le faire en deux étapes en fait pour pouvoir
traiter des problèmes plus importants avec des données plus importantes. Parfait. Donc là, on va voir les types de réseaux de neurones artificiels. Donc les types de réseaux de neurones artificiels, donc là, je les ai découpés, si vous voulez, en 4 familles, en 4 grandes familles. Donc la première famille, c'est le perceptron multicouche qu'on va voir à la fin de ce chapitre, ou en anglais Single or Multi-Layered Perceptrons, MLP. Donc si vous voyez MLP, c'est Multi-Layered Perceptrons. Si vous voulez PMC, c'est en français perceptron multicouche. Donc c'est le type de réseau le plus utilisé. Bon pour la classification, mais excellent pour l'approximation de fonctions. Bénéficie d'un nombre important d'applications documentées, packages commercialisés. Donc ça, c'était dans les années, si vous voulez, jusqu'à 2000-2005, les packages pour le MLP ou le PMC étaient plus disponibles que pour les autres réseaux de neurones. Maintenant, non. Maintenant, pour tous les autres réseaux de neurones, vous avez des packages en Python, en MATLAB, etc. Donc, il n'y a pas de problème. En langage R, etc. Le deuxième réseau, c'est le réseau à base radiale ou RBF. C'est des approximateurs locaux. En fait, le réseau RBF ressemble au réseau dans sa construction à un perceptron single couche, un perceptron multicouche à une seule couche cachée, où la fonction d'activation qui est pour le perceptron multicouche une sigmoïde, une log sigmoïdale, une logarithme sigmoïdale ou une tangente sigmoïdale, que je décrirai plus tard, est remplacée par une RBF, une fonction à base radiale. Donc c'est un réseau à une seule couche, c'est un apprentissage facile. Là, j'ai mis un point d'interrogation parce que, bon, il est plus facile que la rétropropagation du gradient dans le sens où il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de gradient ou de dérivée mathématique, hein, de recherche de gradient, mais il y a un apprentissage à 2 étapes, Bon, on ne rentrera pas, ceux qui veulent voir comment fonctionne un RBF, ils peuvent aller sur mes cours, les cours que je donne au master informatique, où j'explique, il y a un chapitre sur les RBF. Réseau de Hopfield. Les réseaux de Hopfield sont des réseaux à couche unique avec un retour de sortir les entrées, très liés aux mémoires associatives. Il y a 2 formes continues discrètes, mais bon, les réseaux de Hopfield sont actuellement totalement dépassés. On ne les utilise plus beaucoup puisque, en fait, les 3 premiers types de neurones, on ne les utilise plus beaucoup puisqu'on est passé au réseau de neurones profond. Mais les réseaux de neurones profonds ne sont qu'une version du perceptron multicouche. En fait, les réseaux de neurones profonds sont un perceptron multicouche étendu, un peu spécial, mais étendu. La 4e famille, ce sont les cartes de Cohen. Hein. Donc, ce sont un modèle simplifié de la notion caractéristique qui est un région donnée du cerveau. Apprentissage par compétition, principalement utilisé pour la classification et plus précisément pour le clustering. Alors, les cartes de Cohen, si vous voulez, c'est comme un tamis, je l'ai expliqué au cours, c'est comme un tamis, ça y est, avec, par exemple, des trous. Si vous avez un tamis, vous avez des formes. Et donc, dans le tamis, vous voulez que, par exemple, les cercles sortent ou tombent en haut à droite, et puis si vous voulez que les triangles tombent en bas à gauche et que les carrés tombent en bas à droite, par exemple. Et donc, vous avez ces 3 trous, et puis vous avez des formes qui tombent, et puis le tamis va essayer de sélectionner tout ça, et puis en bougeant le tamis, vous allez avoir vos formes qui tombent là où il faut qu'elles tombent. Donc voilà. Donc si vous voulez, les cartes de Cohen sont un tamis et les trous qu'on va mettre, ça veut dire les carrés, les triangles, etc., vont se former par apprentissage. C'est-à-dire on va avoir beaucoup d'entrées, puis à chaque fois, on va essayer de consolider la sortie, la sortie d'une certaine forme, on va les regrouper et donc on va former des clusters. Très bien, ça c'est dans le tableau suivant, c'est une étude de Magali et al. Il y a une autre étude de Magali et al. Plus récente, de 2008, en fait, qui fait une survey des applications réseau de neurones artificiels par rapport aux caractéristiques fonctionnelles ou par rapport aux
Domaine d'application, donc en fait pour la reconnaissance de forme, les plus utilisés sont les MLP ou les perceptions multicouches, suivis par le Hopfield, suivi par le Cohen, suivi par le PNL. D'accord. Donc mémoire associative, on a le Hopfield qui va se classer en première position. L'approximation de fonction, on va avoir le MLP, le RBF, donc le perception multicouche. L'optimisation, on va avoir le Hopfield, le ArcCNN. Mais bon, la classification, on a le MLP, etc. Donc là, ça peut vous aider, par exemple, pour pouvoir choisir un type de réseau de neurones ou une famille de réseaux de neurones pour pouvoir régler un problème donné. Donc, exemple, si pour votre TP, modéliser un moteur à partir des entrées, des données entrées-sorties, donc là, c'est un problème de quoi? C'est un problème d'approximation de fonction. Voilà. Donc, les plus utilisés sont le MLP, le RBF, et là, vous allez utiliser le perceptron multicouche. Donc là, on va voir une perspective avec les réseaux de neurones artificiels. Donc, les réseaux de neurones artificiels sont quoi? Ce sont une copie artificielle des réseaux de neurones biologiques. Donc, il y a une correspondance non linéaire d'entrée et de sortie. Donc, rappelez-vous bien, la fonction d'activation, elle doit être non linéaire pour pouvoir parler de réseau de neurones artificiels. Très bien. Si la fonction est linéaire, on parle de combinateur linéaire. On ne parle plus de neurones ou de neurones artificiels. Très bien. Et les réseaux de neurones ou les neurones sont des approximateurs universels. Donc, les réseaux de neurones peuvent implémenter n'importe quelle fonction non linéaire. Ça, c'est d'après le théorème de Sibinko de 1980. Et on le verra plus tard. Et là, c'est un théorème, si vous voulez, qui est lourd de sens, puisque il dit carrément qu'on peut régler n'importe quel problème avec un réseau de neurones. Ce qui est en théorie vrai. D'accord? Mais il faut que le réseau de neurones soit adapté à la taille du problème. Donc, si vous voulez modéliser l'univers, il vous faudra un réseau de neurones infini. Mais théoriquement, vous pouvez. Donc, le théorème de Sibinko est un théorème d'existence, mais il ne vous dit pas comment ou comment faire l'apprentissage. Implémente des fonctions dynamiques, avoir n'importe quel nombre d'entrées et de sorties. Donc, les différents types de réseaux de neurones sont distingués par la topologie du réseau, le nœud ou le type de neurone, la règle d'apprentissage associée au réseau. Donc, voilà les trois, si vous voulez, caractéristiques qui nous caractérisent un réseau de neurones. La topologie du réseau, ça veut dire quelle forme il a. Est-ce qu'il a une seule couche cachée, plusieurs couches? Est-ce qu'il est carré? Est-ce que c'est une carte de Cohen, etc. Donc, la topologie. Le nœud ou le type de neurone, donc la fonction d'activation. Est-ce qu'on a un neurone sigmoïdal? Est-ce qu'on a un neurone RBF? Est-ce qu'on a un neurone de type tout ou rien? Et finalement, la règle d'apprentissage associée au réseau. Ça veut dire comment on va faire l'apprentissage ou comment on va faire la modification des poids qui sont associés au réseau. Très bien. Et là, on va définir les types d'apprentissage. Donc, l'apprentissage, on a deux types d'apprentissage. On a l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé, je reviens, c'est quoi? Donc là, l'apprentissage supervisé, c'est un apprentissage où on dispose d'un observateur. Qu'est-ce que c'est un observateur? Ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui va observer les sorties du neurone ou du réseau et qui va les comparer à des sorties réelles. Ça veut dire que dans votre base de données, vous avez les entrées et la correspondance. Ça veut dire à quoi correspondent ces entrées. Exemple, si je veux faire un système qui fait de la reconnaissance faciale et reconnaître les personnes, je dois donner des photos de visage, c'est-à-dire des images de visage, auxquelles je dois correspondre une personne. Qu'elle a ça, c'est Ali. Ça, c'est Omar. Ça, c'est Leïla, etc. D'accord? Donc là, j'ai les entrées, j'ai les sorties. En faisant l'apprentissage, je vais vérifier si mon réseau de neurones formels va me donner en sortie Leïla. S'il me donne que ce n'est pas Leïla, ça veut dire que j'ai une erreur et que je dois refaire l'apprentissage ou continuer mon apprentissage. Donc, ceci est une approche dite supervisée. Donc, si vous voulez la mise à jour des poids ou la mise à jour des espaces synaptiques
se fait par rapport à l'erreur entre la sortie désirée et la sortie du neurone. Alors que l'approche dite non supervisée, et on y reviendra, c'est on a des données, et c'est un problème qui se pose de plus en plus dans le web 2.0. Ça veut dire on récolte beaucoup de données, mais on ne connaît pas la correspondance ou on ne connaît pas la nature de ces données. Si je veux, par exemple, voir des utilisateurs sur Internet, je ne connais pas ces utilisateurs. Bon, ce sont des utilisateurs X. Donc, je ne les connais pas. Ça peut être des gens, des jeunes, des vieux, des femmes, des hommes, etc., qui refont une recherche sur Internet. Mais je sais ce qu'ils recherchent. Je connais leurs entrées, mais je ne connais pas les sorties. Donc, je peux les classer, si vous voulez. Je peux faire de la réduction de données. Je veux les classer par cluster, par classe de consommateurs. D'accord? Et là, c'est un problème non supervisé. Je n'ai que les entrées et mes poids vont être modifiés par rapport aux entrées ou alors par rapport aux sorties. Mais pas par rapport à l'erreur parce que je n'ai pas d'erreur. On y reviendra quand on verra la règle de Hebb et la règle du perceptron. Donc, les avantages et les inconvénients des réseaux de neurones artificiels. Donc, les avantages, une tolérance aux incertitudes très élevée, donc, puisque c'est une multiple copie du neurone simple, donc facilement extensible. Donc, on peut faire des réseaux de neurones qui sont assez grands pour pouvoir matcher n'importe quel problème. Facilité d'application, car ne nécessitant pas une compréhension approfondie. Donc, vous pouvez les utiliser même si vous ne comprenez pas exactement leur fonctionnement, puisqu'il y a des packages, vous pouvez lancer des apprentissages sur Internet, il n'y a aucun problème. Mais là, ceci est à double tranchant, parce que c'est un des avantages, mais c'est aussi, je vais le mettre dans les inconvénients. La facilité d'utilisation des réseaux de neurones est un avantage, mais est aussi un inconvénient. Donc, un choix de type de réseau, architecture d'activation diverses. Donc, vous avez un choix qui est élevé. Vous avez 4 grands types, et puis dans chaque grand type, dans grande famille de réseaux de neurones, vous avez plusieurs variantes. Et possède la capacité de généraliser, d'interpoler. Donc, le plus important dans les réseaux de neurones ou dans l'informatique heuristique, si vous voulez, c'est la possibilité de généralisation ou d'interpolation. Dans un système classique tout ou rien, dans une porte logique, vous avez, vous avez un raisonnement de type si, sinon. Donc, si on a ça, on va faire ça. Si on a ça, on va faire ça. Très bien. Le cerveau humain ou le raisonnement humain ne réfléchit pas comme ça. Il réfléchit par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à des scénarios passés. D'accord? Donc, il va avoir une situation qui est nouvelle, qui ressemble à d'autres situations dans le passé, mais qui est pratiquement jamais la même. Hein? Donc, si vous prenez une route, c'est jamais de la même manière. Si vous conduisez, c'est jamais de la même manière. C'est la même route, c'est le même chemin, mais ça ne va pas être pareil parce que les obstacles vont être différents, l'état de la route va être différent, etc., etc. Donc, mais vous avez déjà appris à conduire et donc vous allez vous adapter. Donc, les réseaux de neurones ont cette capacité à s'adapter à petites différences. Donc, les inconvénients, facilité d'application, je l'ai mis dans les inconvénients aussi. Donc, malgré une solide base théorique, le choix du réseau incombe souvent à l'utilisateur. Donc, c'est à vous de concevoir le réseau. Donc, il n'existe pas, c'est une heuristique, il n'existe pas un guide prouvé. Dire pour tel problème, on va utiliser tel réseau, ou pour tel problème, on va utiliser tel nombre de neurones, ou pour tel problème, on va faire un apprentissage qui va durer 1000 époques. Je vais définir le terme époque après. Donc voilà, c'est une heuristique. Donc la nature non linéaire des réseaux de neurones peuvent piéger l'utilisateur dans un minimum local. Ça, c'est toutes les recherches par le gradient ou la recherche opérationnelle. On peut être piégé, mais c'est un problème qui est, pour nous, ingénieurs, secondaire. Hein. Pour les mathématiciens, c'est un problème fondamental. Pour nous, ingénieurs, c'est un problème secondaire, puisque si on trouve un minimum local décent, c'est-à-dire qui règle le problème, on peut s'arrêter. Donc là, l'application des réseaux de neurones artificiels, là, vous avez des applications diverses, etc. etc. Mais bon, je ne vais pas définir ceci parce que de nos jours, l'application des réseaux de neurones artificiels peut être
les réseaux de neurones peuvent être utilisés et appliqués partout. Ça veut dire pour n'importe quel problème. Pour peu que vous avez des données, et là, on a des données en quantité et en qualité, avec les nouvelles techniques et les nouveaux capteurs et le web surtout. Et donc, vous pouvez les appliquer à n'importe quel problème. D'accord? Donc maintenant, vous avez des réseaux de neurones de partout, dans votre voiture, sur le net, bien sûr. Vous allez sur Google Face, c'est des réseaux de neurones. Vous rentrez dans Facebook pour faire les recommandations, les approximations, les reconnaissances, c'est des réseaux de neurones. Entre autres, hein, il y a d'autres paradigmes, il n'y a pas que ça, mais on trouve beaucoup de réseaux de neurones. Dans la domotique, les maisons intelligentes, c'est des réseaux de neurones, etc. Donc, voilà. Très bien. Donc, je vais m'arrêter là pour cette partie du cours. Donc, voilà, là, on a brièvement conclu et brièvement survolé la partie introductive, la partie neurones biologiques et inspiration biologique, avec quelques principes, un petit historique sur les réseaux de neurones et sur les neurones en particulier, les réseaux de neurones en général. Donc, très bien, vous trouverez tout ça, bien sûr, sur la plateforme. Et je vous dis donc au prochain cours.